quand on devient full dépendant d'un État, au point où on n'arrive même plus à réfléchir par nous-mêmes parce qu'on a délégué ça à l'intelligence artificielle, tu vois. Ça, pour moi, c'est la fin. Justement, ça, là, tu mets le doigt sur quelque chose. Est-ce que c'est le moment pour faire la transition sur le deuxième sujet ou quoi? J'ai l'impression. On est en train de parler en freestyle et j'adore. Tu livres de transition comme tu veux, Rudy. Hein. J'adapte l'article sur ce qu'on dit plutôt que l'inverse, tu vois. Parce que, en ce qui me concerne, alors, il y a deux choses. Déjà, il y a une partie du narratif avec lequel je suis venu en 2020 qui, je trouve, est extrêmement renforcée de ce point de vue-là. Et de ce point de vue-là, le crédit qui lui est apporté par les événements font que je reste convaincu enfin, je reste convaincu. J'accorde encore beaucoup de confiance à Q, le plan et compagnie. Il y a des choses qui se déroulent et les promesses qui avaient été faites il y a 5 ans ont mis le temps, mais semblent être sur le point d'être délivrés. Donc, de ce point de vue-là, il a pris... son crédit est renforcé encore à mes yeux. Maintenant, là où ça a changé sur ma position par rapport à 2020, c'est qu'effectivement, le côté Trump-sauveur, ça me paraît être une position qui va nous amener individuellement et collectivement en tant qu'humanité nulle part. Parce que, voilà, si on se met en position d'attente de sauveur, même si Trump s'avère être le sauveur et qu'on a 10 ou 15 ans d'âge d'or économique et tout ça, et après, qu'est-ce qui se passe? Si on est encore dépendant d'un système, le prochain salaud qui vient à la tête du pays va encore nous déclencher des guerres. Le prochain qui prendra le contrôle du système que Trump aura créé par toutes ces transformations, tu vois, le nouveau trône. C'est ça. Ah oui, ce nouveau trône. Il y a un autre trône qui est en train d'être créé, c'est celui d'Elon Musk. Hein, que même si le bonhomme, moi j'ai l'impression qu'il a des bonnes intentions, et encore on en a déjà parlé, des bonnes intentions, un jour il va mourir, et un jour il y a des gens qui vont reprendre tout son empire, et son empire technologique, dans des mauvaises mains, il est flippant. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin d'attendre jusqu'à là, parce que pour moi, il y a des choses qui sont déjà flippantes. Il a annoncé hier qu'il n'y a plus un seul endroit sur Terre où tu ne peux pas avoir de couverture téléphonique. Ouais, ça veut dire qu'à la fois que, ouais, super, tu peux avoir Internet partout dans le monde. Il n'est jamais venu encore, ça. Mais ça veut aussi dire qu'ils peuvent te surveiller de partout. Ouais, si tu as un téléphone. Mais du coup, ça m'amène exactement à l'endroit où je voulais aller. Alors, ça, c'est mon chemin personnel et les lectures et les conférences que je regarde et les choses qui m'intéressent. Et il semblerait qu'en ce moment, l'univers est en train de m'envoyer sur une direction, et je pense que je suis loin d'être le seul. C'est cette espèce de dichotomie, là, le fameux Y de Y-File, le fameux choix dont il nous parle, Léo, depuis 5 ans maintenant. Et là, je le vois se dessiner devant nos yeux entre une société technologique, de plus en plus technologique, et une société de plus en plus spirituelle, avec peut-être des révélations sur la véritable nature de l'humanité, sur les pouvoirs secrets codés dans notre ADN dont on n'a aucune idée. Parce que ça peut paraître quelque chose, il y a des gens qui vont pas y croire parce que c'est pas rationnel et puis il y a pas de preuves et des choses comme ça. Néanmoins, les sorties astrales, la médiumnité, les gens je veux dire, il y a plein de gens qui ont plein de super pouvoirs, entre parenthèses. Et ces choses-là, si une personne peut le faire, ça veut dire que le potentiel est latent en chacun de nous. Je veux pas dire que tout le monde peut le faire. Je veux dire, Usain Bolt, il court le 100 mètres en 9 secondes 80, ça veut pas dire que tout le monde peut courir. Ça devient une possibilité, en fait. Et chacun est plus ou moins proche de cette possibilité, voilà. Voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, la grande question qui nous est posée, c'est celle-ci. Est-ce que on va se foutre des puces, des implants dans la tête et des choses comme ça, même si dans certaines circonstances, oui, si j'étais dans un fauteuil roulant paraplégique, peut-être que je m'en mettrais une de puce dans la tête. Mais il y a une différence entre mettre une puce dans la tête à quelqu'un qui est coincé et qui peut pas se laver les dents tout seul, et mettre une puce dans la tête à tous les nouveau-nés qui vont naître, comme le World Economic Forum nous le fait miroiter avec un Klaus Schwab et la fusion entre les identités biologiques, les identités numériques et les identités, je sais pas, il y en avait un troisième, je me souviens plus quoi. Donc, je pense qu'elle se situe là, la question. Et ça, quelque part, je reprends un truc que tu nous avais proposé, Léo, à une époque, que là, on va avoir cette espèce de souffle d'air qui va nous être proposé pour pouvoir faire ce choix avec le moins de pression possible.
Parce que si on a tout qui te pousse dans une certaine direction, ça va être difficile de sortir de là. Maintenant, si à un moment donné, ok, tiens, t'as vu, il y a un peu plus d'argent qui est disponible, il y a un peu moins d'impôts, il y a un peu moins de guerre, il y a un peu moins de peur, il y a un peu moins d'insécurité pendant quelques années, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, super, je m'achète un appartement au sommet d'une tour à Paris ou à New York. Ou alors, est-ce que justement, je vais me foutre dans mon coin avec ma bêche et mon râteau? Au moment du choix, tu auras vraiment un choix entre partir vers une vie plus simple, mais tu auras aussi l'opportunité de partir vers une vie plus matérialiste. C'est bien ce que tu dis là. Envie, hein. Oui, mais justement, plus tentante. C'est beaucoup plus facile cette direction. Tu trouves pas? Vous trouvez pas? Mais bien Parce sûr. que justement, on est déjà dedans, tu vois. Là, Thierry, salut Thierry. Tout à l'heure, il nous envoie un message sur Perplexity AI. Alors moi, je l'avais jamais essayé. Là, je suis allé dessus. C'est dingue. J'étais en train de regarder une vidéo de 2 heures, ou même toi, t'avais dans ces Thierry qui avait collé un lien, juste le lien YouTube d'une vidéo de l'émission Y-Files qu'on a fait la semaine dernière. En 5 secondes, le machin, il te sort un résumé propre, vraiment objectif, bien fait. Donc moi, je veux savoir. C'était objectif, c'est ça qui était hallucinant, c'est-à-dire il n'y avait aucun parti pris et ça disait les choses comme on les disait, même si on sait que ce filtre-là, il est détesté par ceux qui programment les IA. Mais le truc, moi, qui m'impressionne, parce que je pense que faire aujourd'hui, avec les technologies qui existent, une IA qui soit pas orientée, je pense que technologiquement, c'est à la portée des gens, il suffit d'avoir la volonté de le faire. Mais c'est juste que ça a pris 5 secondes. Si jamais je voulais avoir le même contenu, il fallait que je mette 2 heures. Donc là, on se retrouve avec ce choix-là, 2 heures ou 5 secondes. Tu vois? Et dans le monde du travail, ce que je veux dire, le type qui met 2 heures pour faire une tâche que son copain avec une puce Neuralink connectée avec tout ça, il met 5 secondes à faire, clairement, il va être plus compétitif. Donc, en termes d'argent, en termes d'intégration, en termes de pouvoir dans la société et tout ça, on va avoir, on est face à ce choix. Avec ce que tu nous as dit à plusieurs reprises, encore Léo, cette idée que tu nous as annoncée, c'était qu'à partir du moment où on a eu des téléphones portables, on n'a plus retenu les numéros de téléphone. À partir du moment où on a l'IA, on va perdre peut-être la capacité de réfléchir, d'organiser notre pensée, de rédiger. C'est moi qui l'avais dit, c'est Grok et ChatGPT, les deux ensemble, ils disaient la même chose sur ça. Si tout ce qu'on délègue à la technologie, on le perd nous. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on est en train de déléguer notre intelligence. Mais oui, mais alors, il n'y a pas que l'intelligence, juste la sociabilité, juste la possibilité de se connecter. Moi, je me rends compte, là, hier, on a eu des copains qui sont venus manger à la maison. Je me rends compte que depuis le Covid, je suis devenu socialement plus maladroit qu'avant. Voilà, plus inapte. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments, et pourtant les gens ils sont super sympas, et puis on a passé une bonne soirée, mais il y a des moments où voilà, il y a du silence, et puis je sais pas, personne ne parle, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu des compétences, parce que je suis resté 2-3 ans là dans ma cave, là, à vous parler à vous derrière l'écran. Mais ça, c'est pas du lien social, ça. Le lien social, on l'a eu quand on a fait des rencontres avec les décodeurs. Donc en fait, on se rend compte que tout ce qu'on a en tant que possibilité, capacité humaine, que ce soit les capacités, on va dire, normales ou même les capacités paranormales que j'évoquais tout à l'heure, à partir du moment où on va les déléguer à une puce, on va les perdre, nous, en tant que capacité qu'on a. Enfin, et donc, en fait, de mon point de vue, le choix, il se situe là. Et en tout cas, parce que, alors pourquoi je vous raconte tout ça, les gens? Alors, pourquoi, justement, on va faire une petite pause pour reprendre le sujet, parce que là, on est en train d'entrer dans le sujet Trump méchant ou Trump gentil, qui est une continuité de la première partie. On est en train de faire une sorte de point après 5 ans dans le sujet. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous parler de quelque chose. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, Rudy, à propos de ce moment Y. Ok? Il se trouve que je suis aussi dans ce moment Y et que ADNM soit aussi lui-même dans ce moment Y, parce que je vous avais dit, j'aimerais lever le pied sur l'actualité et tourner plus vers Y-Files et la production musicale. Okay? Et donc, on a préparé ici un super studio d'enregistrement. Il y a eu des dépenses qui ont été faites, etc. Et le tout pendant une période où on est de plus en plus abandonné par YouTube. Enfin, on n'a jamais été vraiment aidé par YouTube, mais par X, on est shadowbanné, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on n'entre pas dans le jeu pro-Trump, anti-Trump, on est comme ci, on est comme ça. Tu vois, on suit les événements, on voit ce qui se passe, on est des témoins plutôt que des membres, pas des membres actifs, mais des personnes qui choisissent un camp. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre finalement. Parce que, voilà, et nous trois, on ne pense pas la même chose sur le sujet. Et on est peut-être parti du même point, mais on a pris 3 directions différentes, ou on est parti de 3 points différents, mais on a suivi une direction différente.
Et ces choses-là font que nous sommes maintenant dans une période où on devrait partir plus vers la culture ou autre chose. Il y a eu des investissements, il y a eu des dépenses, et il y a eu par contre beaucoup moins de dons. Ce qui veut dire qu'actuellement, les comptes, ils sont pas seulement, ils sont pas en positif, mais ils sont genre en rouge foncé, voire noir, tu vois. Et donc, du coup, je me vois obligé de rappeler à ceux qui regardent, si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire via la section soutien ici dans chaque article de live, ou vous pouvez le faire depuis notre site ADNM dans la section soutien. Okay? Alors, je vous explique, il y a déjà un artiste qu'on a produit. Okay? Il y a le deuxième artiste qui est déjà sélectionné, qui sera produit, mais ça prend du temps. Là, on va tourner le vidéoclip du premier artiste. Petit à petit, on va commencer à bosser. Ah oui, pardon Thierry, je pensais que tu avais besoin de moi. Petit à petit, on va commencer à bosser, enfin à faire aussi le deuxième artiste. On prépare peut-être un événement au sud de la France. Il y avait un super plan qui était en train de se préparer, qui m'a pris un peu d'investissement et qui est tombé à l'eau. Je vous ai parlé de cet été. Donc, je peux vous en parler maintenant. L'idée, c'était d'avoir un morceau de terre où on commence à construire une maison autonome. Et une personne qui est venue, d'ailleurs, qui était à l'origine de cette idée, elle s'est retirée comme ça, sans prévenir, sans rien, au dernier moment, alors qu'on avait déjà commencé à poser quelques bases sur le projet. Donc, malheureusement, celui-là est tombé à l'eau et tout ce qui était posé dessus, c'est tombé à l'eau avec, quoi, en termes de temps et d'énergie. Et pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que moi-même, je suis dans cette situation Y, comme toi, Rudy, comme toi, Nico, et comme vous aussi. Et ma situation Y, elle passe par est-ce que je continue ma quête d'autonomie avec ADNM, grâce à ADNM, ou est-ce que je lâche tout avec ADNM parce que justement, je ne peux plus le porter, parce que là, c'est pas seulement que ça n'apporte plus, mais ça commence à coûter, tu vois. Les comptes sont négatifs. Donc, mais dans les deux cas, moi, je vais chercher l'autonomie. Et je sais, le papa m'a mis dans le cœur de chercher un morceau de terre et de commencer à préparer un endroit qui vit en paix, en harmonie avec la nature. Et je sais que je le ferai. Est-ce que ça passe par ADNM? J'en sais rien. Mais je fais ici cet appel pour vous dire que si j'existe, si ADNM existe, si nous, on est capable de faire ces émissions, c'est grâce à vos dons. Et c'est cette chose-là qui nous permet. C'est pour ça que quand vous nous dites merci, moi, je vous dis non, c'est à moi de vous dire merci parce que vous payez mes factures. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le truc, c'est que là, ça ne paye plus les factures. Donc, j'ai besoin de cette aide. Faites ce que vous pouvez. Si vous pouvez, je sais que c'est compliqué, je comprendrai si vous ne pouvez pas parce que c'est l'été, vous voulez aller en vacances, il y a des dépenses, il y a des trucs, etc. Mais si vous pouvez vous le permettre, si vous appréciez les émissions et vous avez les moyens, n'hésitez pas de le faire sur le site soit ADNM, soit Y-Files. Mais voilà, en tout cas, j'insiste, quoi qu'il arrive par le futur, mon objectif personnel se tourne vers la quête d'un morceau de terrain avec une construction autonome dedans. Et éventuellement, plus il y a de terrain, plus je pourrais laisser la place à d'autres personnes pour qu'ils puissent venir installer des choses autonomes, tu vois. Et ce qui est beau, c'est parce que je remarque qu'il y a plusieurs personnes qui ont ce même objectif et certains, ils ont commencé même avant. Donc, moi, je suis à la quête de ça maintenant et je pars dans cette direction-là. Alors, quoi qu'il arrive, si ça marche avec ADNM dans le futur, tant mieux, c'est cool. Si ça ne marche pas, je vous conseille fortement de prendre. C'était le signe qu'il fallait qu'on s'arrête, que je veux dire, toutes les choses ont une fin aussi, quoi. Donc, à un moment donné, si jamais les circonstances nous y amènent, c'est peut-être que voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Ouais, on a dit ce qu'on avait à dire, et c'est pour ça que moi, je pense qu'on a déjà dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, on doit faire, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais profiter de cette occasion, du fait qu'il y a ADNM, qu'on a une communauté, etc., pour partir vers, OK, maintenant on fait quoi? Et de commencer à préparer le terrain de sortie et expliquer différentes solutions. Donc, il y a plein de projets qui sont là et que nous, on va continuer à avancer vers ces projets jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et qu'on soit dans la rue avec Isabella, tu vois. Parce que ce sont des projets qui sont utiles. Il y a des projets pour faire des jardins d'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans des villes qui n'ont pas de jardin et comment ils mangent frais et tu sais des choses qui sont bonnes pour le corps, apparemment il existe ce qu'on appelle des jardins d'intérieur qu'on peut
cultiver certaines choses à l'intérieur de la maison et remplacer une partie de notre alimentation et qui a des conséquences extraordinaires sur la santé. On voulait faire différentes recettes de nourriture avec justement les choses qu'on pousse dans la pièce, dans la maison, tu vois. On voulait chercher des solutions pour comment avoir de l'eau quelles sont les meilleures solutions pour avoir de l'eau de façon autonome, quelles sont les meilleures solutions pour avoir de l'électricité de façon autonome. Est-ce qu'on peut faire sans électricité, tu vois, et chercher tout ce, et partir dans cette idée-là. Ça, plus les artistes du Nouveau Monde, qui, encore une fois, on a fini avec le premier artiste, on tourne la vidéo mardi, et le deuxième, il commence en août, on va commencer à bosser ensemble en août. Donc ça aussi, c'est déjà actif. On va essayer, parce que je pense que l'art, la culture, c'est le futur, et que notre objectif individuel devrait être la souveraineté. Et celle-ci, elle ne passe que par un effort d'aller vers l'autonomie. Aucun de nous ne peut être autonome. On va être obligé de passer par des petites communautés ou le support de quelques voisins, tu vois. Mais au moins commencer. Parce qu'une fois qu'on est lancé, les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Comme tu as dit, Rudy, tout à l'heure, on est dans cette période où on va avoir le vent sur le dos si on décide de partir vers ce genre de direction. Voilà. Donc, moi, voilà, je vous ai ouvert mon cœur, carte sur table, les comptes sont au rouge foncé vert, voilà. Je fais appel, même si j'ai pas envie de le faire, on l'a pas fait les dernières semaines. Voilà, apparemment, si on fait pas de demande, bah, vous ne faites pas de dons. Et si vous faites pas de dons, bah, le compte, il chute parce qu'on est dépendant de vous, en fait. Donc, et d'une certaine façon, pour moi, vous êtes la main de Dieu, c'est... Donc voilà, je sais pas comment dire, les gars. J'ai perdu la main avec ça parce que c'est quelque chose qui me gêne maintenant de faire, tu vois. Peut-être justement parce que je pense peut-être parce que je pense qu'on n'apporte plus trop de valeur avec ce genre de sujet, justement. Et peut-être que la véritable valeur vient d'autres choses, tu vois. Donc, je sais pas. En tout cas, voilà, carte sur table. Si vous pouvez le faire, faites-le. Et maintenant, avec ça, on va partir justement sur ce sujet que certains nous accusent de l'utiliser pour gagner de l'argent. Et ben justement, là, on va le faire malgré tout pour vous dire que les finances ne vont pas toucher ce qu'on pense et on ne va pas trafiquer nos pensées ou notre parole juste pour gratter un peu plus dedans, comme sous-entendent certains. On n'en a rien à foutre de ça. Moi, je sais que mon chemin est vers Dieu et j'y arriverai d'une façon ou d'une autre, je sais. Tu vois. Donc, avec les dents, sans les dents, dans la rue, avec une maison, peu importe, je sais que c'est là où je vais et je sais que j'y arriverai. Point. Voilà, tout le reste, après, c'est secondaire et je découvrirai au fur et à mesure. Donc, pour revenir à l'article, le grand sujet maintenant. Trump, est-ce qu'il est gentil ou méchant finalement? C'est un peu réducteur comme... Poser la question. Non, mais c'est parce que... Tu vois, le truc, c'est que la question nous est posée comme ça. Regarde, j'ai écrit un petit texte d'introduction. Après avoir été des antisémites et pro-sionistes en même temps, donc après avoir eu les médias mainstream qui disaient qu'on est antisémites et certains hystériques pro-palestiniens qui nous accusaient d'être pro-sionistes parce qu'on ne voulait pas prendre position sur cette histoire du 7 octobre, on a porté les deux étiquettes en même temps. On a été aussi des racistes, nazis et pro-immigration en même temps. Okay? On a été des résistants et opposition contrôlée en même temps. Et encore une fois, on se trouve au milieu de la balance et ceux qui essayent trouvent qu'ils ont du mal à nous mettre dans un tiroir spécifique. Maintenant, d'un côté, on est accusé d'être pro-Trump, au mode « il est notre sauveur » par des anti-Trump. Et de l'autre côté, on est attaqué par des idolâtres de Trump parce qu'on ne se soumet pas assez à la version patriote du narratif. Ce qui est assez chiant, c'est que ceux qui nous accusent ne regardent pas nos émissions et certainement ce que nous disons en fait, mais basent leur compréhension sur des conneries qu'ils trouvent sur les commentaires sur X. Pas très sérieux comme façon de faire pour des analystes qui se veulent clairvoyants. C'est un peu débile, je dois dire. Mais c'est pas grave. Alors, qu'en est-il? Sommes-nous pro-Trump, anti-Trump? Est-ce qu'il est un sauveur ou un manipulateur? Moi, je vous propose de commencer avec cette histoire d'Epstein et puis on va essayer d'approfondir notre réflexion, ok? Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise cette vidéo pour dire « Ah, Trump et Epstein, tu sais, ouah. » Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit Trump discuter avec Epstein, ok? Donc, n'importe qui voit cette vidéo, il voit juste « Oh,
Trump, Epstein, ensemble, oh, ils sont copains, ouga bouga. Tu vois, c'est avec une compréhension très simpliste. Mais moi, je vous demande d'aller au-delà de cette analyse par réaction et d'aller plus loin et d'essayer d'observer des détails. Qu'est-ce que vous observez? Langage corporel. Qui domine la scène? Epstein est fermé. Qui domine la scène? Bah, Trump, clairement. Clairement. Et Epstein, il est mal à l'aise. Il est fermé. C'est un sourire de politesse. Regardez les bras croisés. C'est Guylaine derrière, là, qu'on voit? Je sais pas du tout. On a vu Oui, c'est elle, oui. Ouais, c'est elle. Ghislaine Max. Ouais. Donc, et observez aussi Trump, hein, et observez surtout comment il se fait ignorer à la fin Epstein. Regardez, là, il parle, ha, et là, il veut dire un truc et Trump lui dit parle à mon dos. Regarde. Vous l'avez vu ou pas? Il s'est pris un vent monumental. Donc, pour moi, ces images, elles montrent que Trump, pour une raison que j'ignore, n'avait rien à foutre d'Epstein et il était là plutôt en mode à le dominer. Et Epstein, il était là plutôt en mode je veux pas vraiment être là, mais je suis là et j'aime pas la situation dans laquelle je suis, tu vois. C'est genre... Trump, il a l'air d'avoir l'ascendant, ouais, en tout cas. Attends, on regarde aussi d'autres vidéos de la même soirée. Ok, donc vous reconnaissez ça. Et donc là, c'est bien sûr les médias qui veulent dire que Trump est Epstein et tout. Et donc apparemment, Trump disait, il montrait à Epstein toutes ces belles femmes en fait. En gros, c'est l'idée, tu vois. Trump montrait à Epstein toutes ces belles femmes. Et vous avez ici Jeffrey Epstein qui a les bras croisés, tu vois. D'une certaine façon, c'est comme si Trump lui disait, mec, si tu veux me séduire avec des femmes, bon courage. Parce que vous savez ce qu'il faisait, Epstein. Il séduisait des personnalités politiques avec du pouvoir, avec des personnes du sexe opposé ou même du même sexe, peu importe, attirant. Et il les piégeait, il les faisait faire des saloperies, et puis après, voilà. Et Trump, il est là, et il lui dit, regarde elle est bonne, regarde elle, pas mal, regarde. Puis Epstein, il est là. Et pour moi, il lui dit, si je veux du bunga bunga, je n'ai pas besoin de toi, quoi. Voilà, c'est pas comme ça que tu vas m'avoir. Je sais pas. En tout cas, je sens aucune forme de complicité entre Trump et Epstein dans ces images-là. Le langage corporel, encore une fois, pas la politesse, pas la politesse sociale. Le langage corporel, lui, il est Trump domine, Epstein se protège. Voilà, simple. Donc, oui, Rudy, tu voulais dire, pardon. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, prendre une vidéo, donc on ne sait même pas ce qui se raconte. Parce que si jamais tu vas par là, la vidéo qu'on a vue au début de l'émission sur l'Obamagate, Trump et Obama ont l'air super copains dans les images qu'on a montrées tout à l'heure. Et ils rigolent, et ils se tapent sur l'épaule et tout ça. Donc bon, déjà, il y a cet aspect-là. De deux, donc on ne sait pas ce qu'ils se sont racontés, puis surtout, on ne connaît pas le contexte. On sait que, voilà, ça c'était en 92. On sait que depuis, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Epstein qui a plus ou moins agressé quelqu'un dans un club de golf de Trump, et que suite à cette agression-là, genre, je sais pas s'il a agressé ou en tout cas il a essayé de coucher avec une mineure ou quelque chose là. Trump l'a exclu de tous ses clubs de golf, ses hôtels, ses country clubs et ces trucs comme ça. On sait aussi que il l'a fait arrêter. Voilà. Tiens, j'ai un petit historique si tu veux, si ça t'intéresse, avec 2005, voilà. Trump interdit à Epstein d'accéder à toutes les propriétés de Trump pour avoir dragué une fille mineure. 2006, donc là, rien que là, on est 13 ans après cette vidéo quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que nous, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on se connaît. Si jamais maintenant vous apprenez que je suis une ordure, on va pouvoir vous dire, regardez toutes les émissions, vous étiez copain avec Rudy, alors qu'en fait c'était une ordure. Ouais, mais à cette époque-là, vous le saviez pas. Parce que, je veux dire, à un moment donné, il faut rester un petit peu logique. Donc vas-y, continue, excuse-moi. Et donc, 2006, Epstein a arrêté en Floride après que Trump a aidé les victimes à poursuivre Epstein. 2008, Epstein condamné pour des charges mineures avec une peine de 18 mois par un juge nommé par Bush et laissé libre par le FBI qui était allié à Clinton. Donc, les autres en face, ils montraient aussi de quel côté ils sont.
Le ministre de la Justice de Trump arrête Epstein, saisit son île en 2019, le met en prison pour crime contre des enfants. Et en 2020, le ministre de la Justice de Trump arrête Maxwell, la met en prison pour crime contre des enfants. On a aussi cette fameuse vidéo là où il y a ce témoignage de cet avocat en disant que Trump avait été le seul qui avait répondu à son appel d'aide contre Epstein. Mais il y a eu aussi d'autres trucs chelous. Okay? Puisque je les prends à l'ordre de la conversation, c'est pour ça que je remonte. Regardez cette vidéo qui date du 11 septembre 2001. Okay? On est juste après que les deux tours se soient effondrés. Juste après, ils appellent Trump comme intervenant, le jour même. Écoutez ce qu'il dit, Trump. Il y a beaucoup de questions sur le fait que les dégâts, ça c'est le journaliste, que les dégâts et la destruction des bâtiments du World Trade Center a été causés par les avions, par un défaut central ou peut-être par des bombes ou des répliques sismiques. Avez-vous des idées à ce sujet? Demande le journaliste. Et Trump qui répond. Eh bien, c'était un défaut architectural. Vous savez, le World Trade Center a toujours été connu comme un bâtiment extrêmement solide. N'oubliez pas qu'il a résisté à une grosse explosion terroriste, à une grosse bombe dans le sous-sol. Et le sous-sol est l'endroit le plus vulnérable parce que c'est la fondation. Et il a résisté malgré cela. Et j'ai pu voir cette partie environ 3 ou 4 jours après sa destruction. Un de mes ingénieurs en structure me l'a fait voir car il avait travaillé sur le bâtiment. Et j'ai dit, je n'arrive pas à y croire. Le bâtiment tenait debout solidement et la moitié des colonnes avaient été soufflées. Donc le bâtiment, il tenait debout même si des colonnes dont les fondations étaient effondrées. Okay? C'est ce qu'il est en train de dire. Avant le 11 septembre, hein, après l'attentat à la bombe. Voilà. C'était pourtant un bâtiment incroyablement solide. En termes de structure, c'était l'un des premiers bâtiments construits de l'extérieur vers l'intérieur. Les fenêtres étroites du World Trade Center étaient dues à la structure en acier à l'extérieur du bâtiment. Les fenêtres, il y avait des grosses poutres en I très lourdes et je n'arrivais pas à y croire parce qu'il y avait un trou dans l'acier. C'était de l'acier de... Vous vous souvenez de la largeur des fenêtres du World Trade Center? Peut-être, vous êtes déjà monté, les fenêtres étaient assez étroites avec de l'acier très épais entre elles. Je me suis dit, comment un avion, même un avion de ligne comme un 767, pourrait-il traverser cet acier? Je pense qu'il n'y avait pas seulement un avion, mais aussi des bombes qui ont explosé simultanément. Parce que je ne peux pas tout simplement imaginer quoi que ce soit capable de traverser ce mur. La plupart des bâtiments sont construits avec l'acier à l'intérieur, autour de la cage d'ascenseur. Celui-ci a été construit de l'extérieur, ce qui est la structure la plus solide que vous pouvez faire, un peu comme une énorme boîte de conserve. Donc Trump, c'était le premier complotiste à avoir dit, parce que là on est le jour même, hein. Et là, il disait... comment? Il n'a pas perdu de temps. Ouais. Et il disait, il y a des bombes avec, parce que les avions, c'est impossible. Et ça veut dire qu'il ne faisait pas partie de tous les trucs, parce que tous les autres, ils parlaient déjà d'attaques terroristes, et limite, ils disaient que c'est la faute de Ben Laden, tu vois. Il avait retrouvé les passeports. En fait, les terroristes les ont jetés par la fenêtre juste avant pour... c'est comme ça. On devrait commencer à construire des bâtiments en passeport afghan. Ouais. Ils sont forts. Et donc, du coup, il y a ça. Donc, est-ce que Trump est vraiment gentil ou méchant? Si vous avez des choses à dire, dites-les. Moi, j'ai quelques réflexions à partager avec vous sur le sujet. Voilà comment, tu vois, moi, je vois la chose globalement. Parce qu'effectivement, de toute évidence, c'est une fausse question. Tu vois, méchant, gentil, etc. Quel rapport ça? Moi, je considère que tout s'évolue dans son contexte. D'accord? Est-ce qu'un professeur qui est autoritaire et exigeant est un mauvais professeur? Tu vois? Est-ce qu'il est méchant? C'est quoi un bon général? C'est quoi un bon architecte? C'est quoi un bon ingénieur? Tout dépend de son poste. Tu vois ce que je veux dire en tant qu'entrepreneur? Aussi, tout dépend de la personne qui le confronte, tu vois. C'est-à-dire, moi, si j'ai en face de moi que je vais faire de la musculation, tu vois, et que j'arrive au moment où je suis au fond de mes forces, si j'ai un entraîneur
qui vient me donner un coup de pied au cul et me dit mais vas-y, pousse et allez plus, bah, étant donné que j'ai envie de m'améliorer, moi, ça va m'intéresser, je vais trouver ça bien. Par contre, si je suis une petite princesse qui a peur de son ombre et que j'arrive à mes bouts tremblantes comme ça et qui me parle comme ça, je dis « Ah, tu as blessé mes émotions, ah, je suis choqué ». Bah, du coup, il va être quelqu'un de mal. Donc, si tu veux, ça dépend aussi de la personne qui juge. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça dépend dans quel contexte on évolue chaque situation, pour moi. Voilà. Est-ce qu'un chef d'État, il est mauvais parce qu'il a pris telle ou telle décision? Non, s'il a rempli sa fonction et son objectif, il a fait du bon travail. Il a fait du bon travail en tant que. Parce qu'au final, Trump lui-même, on s'en fiche. Tout le monde s'en fiche, comme tout le monde s'en fiche de Nico, etc. Ce qui compte, c'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Ouais. Et s'il fait des choses qui atteignent un objectif particulier, supposons, allez, drain the swamp, tu vois, et puis nettoyer la politique américaine de la corruption, même s'il ne fait que la baisser, tu vois, sans forcément la détruire. Ça veut dire qu'il accomplit sa fonction. S'il permet la pérennité de l'État et le bien-être de ses citoyens, ça veut dire qu'il accomplit ses bien-être matériel de ses citoyens. Ça veut dire qu'il accomplit sa fonction. Et ça se résume qu'à ça. Parce que tu peux avoir la personne la plus gentille, la plus aimable du monde, machin, etc. Tu la mets à un poste particulier où elle est complètement incompétente et qu'elle fait des trucs qui nuisent à beaucoup de gens. Tu vois, imagine une position d'autorité, etc. dans laquelle tu peux amener les gens. Bah, voilà, manager, quelqu'un qui a été nommé manager, qui n'est pas du tout capable de le faire et ça coule l'entreprise. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, il y a des trucs, etc. Comment tu vas juger cette personne? C'est la responsabilité, ouais, ça dépasse la personne. C'est pour ça que c'est super important que moi, personnellement, je sors de Trump et gauche, droite, au bas, bien, mal et tout ça, et je m'occupe de, OK, il est en train d'ouvrir une place pour que je puisse, moi, récupérer ma souveraineté. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, en fait, malheureusement, c'est pas entre mes mains parce que finalement, chacun de nous va devoir faire son propre choix. Tu vois? Mais là, tel qu'on peut le voir là dans ces circonstances-là. Alors bon, je vais prendre une métaphore qui marche pas complètement parce que. Mais bon, si on admet que la leucémie est un traitement qui est efficace contre le cancer, alors là, on va pas parler de médecine. Donc tous les gens qui vont me dire ouais, la leucémie, pas la leucémie, la chimiothérapie. La chimiothérapie est efficace contre le cancer. Ouais. Donc, on va mettre tout le débat, ça c'est une autre conversation, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On va pas partir de l'hypothèse que c'est vrai. Quand tu as un cancer, tu vas te mettre du poison dans le corps pour arriver à éliminer tes cellules cancéreuses. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la société, elle est malade d'un cancer qu'on appelle l'état profond, quoi. Et cet état profond, il est présent dans tous les niveaux de notre société. On ne peut pas faire un pas sans le voir. Même à notre petit niveau à nous. Moi, dans ma campagne perdue, là où je suis, allez, vas-y, une fois par semaine, tu reçois un papier bleu, blanc, rouge qui va te dire, allez, vas-y, passe à la caisse, il faut payer, il faut déclarer. Enfin, ce que je veux dire, et j'essaye de me mettre de plus en plus à l'écart de cette société. Donc, ce cancer-là, il est présent. J'étais en train de réfléchir la dernière fois. Vous vous rendez compte que si jamais on paye 90% d'impôts, parce qu'il y a les impôts qu'on paye, et puis après on paye aussi les impôts du boulanger qui doit payer des impôts, parce que si jamais il payait pas d'impôts, sa baguette elle serait moins chère, et lui, sa baguette elle est chère parce que, enfin, vous savez, je veux dire, au final, tous les impôts qu'on paye fait que sur une semaine de 40 heures, si tu bossais 3 heures, tu aurais à peu près le même niveau de vie si jamais il n'y avait pas le gouvernement qui était là pour te sucer la moelle. Donc ça, c'est juste un aspect qui nous touche tous. Ok, on rajoute par-dessus ça tous les problèmes de corruption qui sont encore pas les trucs les plus graves, hein, parce qu'après on voit les problèmes de trafic humain, toutes ces horreurs là qu'on vous a décrit tant et plus là pendant toutes ces années d'émission. Bah, ce cancer, il est bel et bien présent. Et si vous êtes en train de regarder cette émission, c'est peut-être parce que vous êtes convaincu de ça, comme moi j'en suis convaincu. Maintenant, par rapport à ce cancer-là, je veux dire, il est possible que l'homéopathie ce soit pas assez. Il est possible qu'il faille un truc qui soit plus costaud et plus puissant. Eh ben, figure-toi, c'est le jeûne. Parce que là, ce que tu décris avec la chimio, tu es en train de décrire, on va faire avec le monde ce qu'on fait avec nos corps quand on a un cancer. Et tu as parfaitement raison. C'est le plan de Trump. Faire la chimio. Okay? Ou de Trump, ou de celui qui est derrière tout ça, ou des forces qui sont derrière tout ça. Peut-être que Trump et Poutine, s'ils travaillent ensemble et tout.
Mais dans leur tête, ils sont en train de faire le bien et de nettoyer l'humanité du cancer qui le pollue, etc., etc., tu vois. Donc, qui est une position qui est parfaitement compréhensible. Le truc, c'est qu'ils veulent faire une chimio. Alors que la nature, elle te propose autre chose. Elle te dit que le cancer, ce n'est pas ce que les médecins te disent, c'est autre chose. C'est une manifestation d'un problème qui est de nature immatérielle. Et donc, la meilleure chose à faire quand tu vois que ton corps commence à tomber en miettes, c'est de le laisser se réparer. Et comment tu fais ça? Tu arrêtes de mettre des choses dans ton corps. Tu vois? Mais tu arrêtes de mettre toutes sortes de choses dans ton corps, de nourriture, et peut-être même juste de l'eau, tu vois. Et c'est très dur comme méthode, Et tu veux savoir, il dit quoi? J'ai vu des gens qui sont guéris du cancer avec le jeûne. Et j'ai vu des gens qui ont le cancer et que jusqu'à là parlaient du jeûne, et au moment où ils l'ont eu, ils ont quand même allé faire une chimio. Parce qu'ils disaient, le jeûne, j'arrive pas, je veux manger. Et donc, la raison pour laquelle ils préféraient la chimio plutôt que le jeûne, c'est juste parce que c'est plus confortable, malgré le fait que c'est beaucoup plus difficile. C'est juste qu'on est habitué à ce genre de choses plus facilement. Et donc, ce que tu décris là, c'est une parfaite image. Merci pour cette image. Donc, il y a la façon de faire nettoyer le cancer en chimio, et il y a la façon de faire nettoyer le cancer de façon naturelle. Tu vois? Et ce serait quoi la façon naturelle parce que moi, c'est une métaphore. Retourner vers une vie simple, faire un jeûne de tout ce que ce monde nous donne. De l'Internet, des écrans, de tout ça. C'est-à-dire partir et chercher une vie où on a peu de choses, mais par contre, on a beaucoup plus de liberté, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la métaphore, moi, je suis une cellule. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai une cellule qui jeûne et que tu as le reste du corps qui continue à se gaver de Coca McDo, je veux dire, le corps, il va crever quand même et la cellule qui jeûne avec. Oui, mais tu es une cellule d'un corps en essence. Donc, ça veut dire que tu te multiplies à une vitesse extraordinaire et c'est ton exemple qui guide cette multiplication. Parce que les gens qui font ça, moi, j'en vois et c'est ceux qui m'inspirent à ce que moi aussi, je cherche ma souveraineté. J'ai vu une femme, on m'a envoyé une vidéo d'une femme qui avait 5 hectares de terrain, qui avait fait presque tout autonome dedans et qui accueillait, qui offrait son terrain parce qu'elle ne va pas utiliser 5 hectares toute seule. Elle laissait le reste du terrain gratuitement pour des personnes qui viennent passer de Babylone à autre chose, tu vois. Et il les accueillait là-bas et les gens qui restaient là-bas, ils devaient juste bosser un peu pour la nature, mais ils ne devaient rien payer, tu vois. Et il y a plein de gens, il y a plusieurs personnes que j'ai vu faire ça et j'aimerais le faire aussi pour moi. Et j'aimerais aussi le faire aussi pour d'autres personnes, c'est-à-dire commencer à prendre cette initiative, la souveraineté, tu vois. Et donc, comment le faire? C'est ça, le fameux jeûne. Mais pour faire ça, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'il faut que tu lâches. Et vous n'avez aucune idée de nombre de choses qu'il faut avoir pour pouvoir faire ces émissions. Les serveurs, payer les serveurs tous les mois, payer les noms de domaine tous les mois, payer les programmeurs pour toutes les interventions qui se font toutes les semaines, payer les personnes qui traduisent les vidéos et tout ça, tu vois. Et toutes ces choses-là, ça m'ajoute du mal au crâne. Je dois payer, parce que tout est abonnement aujourd'hui. Même les logiciels que j'utilise, tout est abonnement, tu vois. Et donc, ça veut dire, là, ma vie, si jamais je veux partir vers ça, il faut que je réduise toutes ces choses-là, tu vois, petit à petit. Et je peux aussi réduire mon confort matériel parce que je remarque aussi, plus j'ai des choses, plus je dois les entretenir pour qu'ils ne pourrissent pas. Et je remarque, si je les vois pourrir, ça m'angoisse, ça me stresse. Et donc, chaque chose que je possède, finalement, elle finit par posséder une part de moi là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je vais faire un jeûne de tout ça, en fait. Et si, avec cette histoire de danse, ça ne fonctionne pas, et si, avec cette histoire, pardon Nico, mais je vais juste finir ma réflexion, parce qu'elle vient du cœur. En fait, pour moi, limite, ça ne change rien au niveau individuel. C'est juste qu'il n'y aura plus d'émissions, il n'y aura plus de projets à ADNM, il n'y aura plus tout ça. Mais au niveau individuel, pour moi, ça sera moins de poids à porter pour que je puisse commencer à aller dans cette direction-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, à partir de là, je me mettrai à tout vendre et je vais faire un jeûne des écrans, un jeûne de possession matérielle, un jeûne de l'actualité, un jeûne global de tout ce que ce monde me force dans la gorge depuis des années, tu vois. Et pour moi, c'est ça l'autre solution pour sortir du cancer. Parce qu'une fois que je le fais ça, crois-moi, je vais aller bien. Mais je vais aller bien à des niveaux où d'autres personnes me verront et ils diront « Hey Léo, comment tu fais pour être bien alors que tout est en train d'effondrer ?»
La même chose qui s'est passée entre 2020 et jusqu'à là, tu vois. Et là, je vous parle de moi. Bah, justement, dans ton parallèle avec le cancer et la corruption, nous, en étant chacun une cellule, tu sais que un des plus grands provocateurs de cancer, c'est souvent nos addictions. Tu vois, ça peut être le sucre, la cigarette, etc. Le truc, c'est que dans la vie, on est addict pas que ça. On est addict au confort, on est addict à notre position sociale, on est addict à de l'argent. Et parfois, pour préserver... notre ego. Voilà, parfois... Et ça ne concerne pas que les responsables politiques. Hein. Chacun peut se regarder dans le miroir et quelque part le reconnaître. Quelque part, pour préserver certaines choses, on se corrompt nous-mêmes vis-à-vis de ce que nous semble être juste. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait des choses injustes. Et la corruption, elle commence par là. Hein? Et le truc, c'est que plus tu montes haut, plus les enjeux sont grands. Et plus, du coup, la corruption est accessible. Donc, la sortie naturelle justement, comme tu dis, de ces systèmes corrompus, etc., il passe effectivement par globalement changement de paradigme intérieur à chaque être, à chaque cellule, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dire ce qui est plus important pour moi, c'est ce qui est vrai et ce qui est juste que ce que j'ai. Enfin, alors, ce que j'ai, ce que je dois défendre, ce que... Parce que tu as coupé la parole tout du long, donc je voudrais pas te couper la parole. Est-ce que tu as terminé Oui, j'ai terminé. Ok. Parce qu'il y a un truc quand même qu'il faut pas... Enfin, on va recentrer un petit peu le débat. La question, c'est pas sortir de Babylone, machin, tout ça. La question, c'était à la base, même une question un peu provocante dans sa simplicité. C'était est-ce que Trump, il est... Mais d'une certaine façon, truc, ça répond. Oui, mais le jeûne est possible parce que, justement, il y a cet appel d'air, le jeûne tel qu'on vient de le décrire, quoi, le jeûne individuel. Parce qu'il y a cet appel d'air qui nous permet de le faire. Moi, en 2020, vas-y, va t'acheter un terrain, va sortir. Non, tu pouvais pas sortir de chez toi. Moi, j'étais au Canada en 2020. J'avais la chance d'avoir un chalet à la campagne et une maison. Si jamais je me faisais attraper à la police en train d'aller à mon chalet, que je payais, tous les mois, et ben, je pouvais aller me faire arrêter, prendre $1000 d'amende et des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ce jeune personnel, dans la prison qu'ils étaient en train de nous dessiner, c'est-à-dire, tu sors pas de chez toi, tu te mets des puces de partout pour payer, pour la moindre interaction qu'on avait à faire avec l'extérieur, et même avec des puces dans la tête pour que même les interactions qui se passent à l'intérieur de toi-même elles puissent être monitorées pour que tu n'aies pas trop de pensées qui soient divergentes, ça aurait pas été possible. Donc, à un moment donné, je suis d'accord avec vous. La chimiothérapie n'est pas forcément la panacée et la réponse à tout. Ceci dit, sans un Trump, bon, ma métaphore, elle est bancale, hein, vous m'excusez, vous qui regardez, vous remettez ça dans l'ordre. Sans un Trump qui permettait d'avoir cette espèce d'appel d'air de liberté, ça aurait été difficile de les prendre, ces décisions individuelles. Donc, moi, de mon côté, je pense que l'individu, je m'en fous, honnêtement, je passe pas ma vie avec. Moi, Trump, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais serré la main. J'ai l'impression qu'il est largement moins dégueulasse que ce que les médias s'escriment à nous le décrire depuis 8 ans. Et j'ai l'impression qu'il nous donne la possibilité d'aller d'aller embrasser cette liberté, d'aller retrouver un petit peu notre humanité, notre nature et notre côté un peu... Ouais. J'ai la maman d'un ami, en fait, justement, parce que le parallèle, et on va voir, parce que c'est exactement ça parle de cette situation. Quand elle a vu la violence de la chimiothérapie, bon, toujours parallèle, Trump, machin, etc., c'est ce qui se passe, d'accord? Et elle a dit à son fils, qui s'occupe d'elle, etc., il dit, fais tout pour me trouver des solutions alternatives. S'il te plaît, fais tout pour me trouver des solutions alternatives. Bon, il s'est avéré qu'au final, elle fait les deux. Donc, heureusement, et je lui souhaite tout le meilleur, et il se porte un peu mieux aujourd'hui. Mais le fait c'est que voir aussi de ses propres yeux de la violence qui peut impliquer une solution, une certaine solution, un type de solution, etc., peut te pousser à chercher d'autres façons de sortir d'un problème donné. C'est ça. Donc, en fait, il est fractal, ce problème. Il y a un niveau sociétal où je pense, mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de partager, que Trump, c'est un passage indispensable aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, et que pour l'instant, il délivre et qu'il fait du bon boulot. Après, est-ce que je suis la même personne que j'étais à 5 ans qui était dire Trump il a dit de faire ça, Trump il est copain avec Musk, je vais me mettre un Neuralink dans la tête parce que Musk, je pense que c'est un mec bien. Non, moi je prends mes distances par rapport à tout ça. C'est pas ça que je veux. D'un point de vue, là où il veut amener la société. C'est pas ce monde que tu veux laisser pour ton enfant, en fait. Voilà. C'est ça. Mais maintenant, le monde il nous offre cette opportunité.
Il nous offre cette opportunité de retrouver une forme de liberté et une forme de libre arbitre. Et c'est ce libre arbitre qui voulait complètement nous supprimer l'état profond. Il voulait nous mettre vraiment dans une case Excel. Hein. C'est-à-dire que tu fais exactement ce que tu peux. Mais justement, le piège, c'est que les personnes qui cherchent le sauveur à l'extérieur, eux, ils vont commencer à forcer leur choix sur les autres. Parce qu'ils ne le font pas assumer, de façon assumée, tu vois. Ils sont dépendants de l'opinion de leur grand leader, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu vois de quoi je parle, tu vois. C'est la chose pour laquelle on est accusé. C'est parce que on se permet d'avoir ce genre de réflexion. Apparemment, on est des traîtres, on est comment on appelle ça, des toupies ou je sais pas quoi. Des contre-révolutionnaires, tu sais, de 1918. Les mecs qui ont fait le truc avec toi, mais après, c'est des méchants parce que, genre, ils sont pas tout à fait d'accord. Voilà. Et moi, ce que je dis là-dedans, attention au sectarisme. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction avec on porte les deux étiquettes, tu vois. C'est-à-dire, là, ce que tu es en train de décrire, toi, tu es en train de donner un rôle bien à Trump. Moi, je vais prendre autre chose et je vais vous dire que dans ces vidéos-là, le langage corporel de Trump, lui aussi, il révèle des choses. Il révèle que ce mec-là, il a du mal à contrôler ses instincts animaux, on va dire. Parce que quand il parle des femmes, il est comme ça, il se mord la lèvre, il est... non, mais c'est une chose, Nico, de faire comment il s'appelle, le blonde, là. Mais c'est une autre, il a un regard qui est genre, il les dévore avec ses yeux et sa bouche révèle ses pensées qui sont assez... Le langage corporel de Trump, il n'est pas ouf non plus. Hein. Il n'est pas ouf. Non, et donc, Léo, attends, juste laisse-moi, parce qu'en fait, c'est bien, hein, mais à la base, je voudrais exprimer un truc et qu'on le commande, mais finalement, vous avez donné vos versions. Maintenant, j'aimerais bien aussi un peu de place dans cette émission, voilà. Non, mais et encore quoi après? Et encore quoi? Coupez-moi la parole. Donc, cette attirance qu'il a pour les femmes, la façon qu'il est montrée dans cette vidéo, moi, me rappelle Enoch et cette histoire d'ange déchu qui était pris de désir pour les femmes humaines. Et ensuite de David, et ensuite de Salomon. Et du coup, cette histoire de femmes qui est toujours ceux qui sont vraiment attirés comme ça par les femmes, en général, c'est des mauvaises nouvelles pour tout ce qui est divin. Tu vois? Et Trump, actuellement, c'est un roi comme ça. Pourquoi je parle de ça? On avait parlé de ces histoires-là. Si vous voulez un petit peu approfondir cette pensée, vous pouvez voir ces 3 émissions Y-Files qui sont les 3 dernières, ou dans les 3 dernières. Mais du coup, est-ce que Trump est méchant ou gentil? En fait, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Si l'on prend le temps d'analyser en profondeur les textes anciens, Trump, lui ou sa descendance, Barron par exemple, ils sont juste inévitables. Il est écrit que la bête sert le plan de Dieu et juge Babylone. Extrait de la Bible, justement Apocalypse, il est écrit « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, qui est Babylone, okay, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Donc tu as le peuple et la bête réunis qui se tournent contre Babylone et qui la détruisent en fait. C'est ce qu'on est en train de voir là. Cette colère du peuple, c'est cette colère des patriotes et la bête, c'est l'institution au-dessus qui va venir s'occuper d'un point de vue juridique, le titan qui va accompagner cette colère du peuple, tu vois. Car Dieu a mis dans leur cœur des 10 cornes, donc les autorités, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Pourtant, cette même bête portait sur son dos la prostituée jusqu'à là. Et extrait d'Apocalypse, même chapitre, mais un peu plus haut, je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, etc. Donc, quand la femme est assise sur la bête et la bête sur les peuples, il te montre une structure hiérarchique. Ok? Le trône politique, le trône militaire et le peuple qui bouffe en dessous. Ok? Et donc, il te dit quoi? Il te dit que les militaires et le peuple vont se tourner contre l'institution qui les écrase jusqu'à là. Et tu vois, la bête sera la porteuse de la colère du peuple. Et du coup, il n'y aura plus de prostituées au-dessus. Donc, ça veut dire que c'est ça l'ouverture dont on parle là. Et qu'on est en train de commencer de voir. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que la bête biblique de l'Apocalypse est gentille parce qu'elle sert le plan de Dieu ou méchante parce qu'elle apporte la destruction et la mort et c'est un outil formidable pour la prostituée de faire tout ce qu'elle veut? Et si ce texte...
Et si ce texte nous disait autre chose, que Trump est la conséquence causale d'un monde matérialiste composé d'humains endormis dans un rêve qui les déresponsabilise et qui les enferme dans la facilité et le confort. On avait parlé récemment des paroles sages d'un pasteur qui parlait des faux prophètes et des pasteurs matérialistes qui arnaquent, je suis en train de lire Thierry, qui arnaquent leurs suiveurs. Il disait que les pasteurs profondément corrompus sont le jugement des faibles qui cherchent des réponses faciles et qui refusent de porter la croix de leur existence. Donc ça veut dire, quand vous voyez des pasteurs comme celui-là qui dit « Dieu m'a mis dans le cœur que je reçois un avion et un jet privé, donc faites des dons pour que je puisse avoir mon jet privé divin, et, etc. etc. » Okay? Ce mec-là, quand il dit ça, il se fout de la gueule des gens. Et lui, il le sait. Mais ceux qui le croient et qui ont payé pour son jet, qui d'ailleurs, c'est un des pasteurs les plus riches du monde, bah, en fait, ceux-là, ils se font avoir. Ouais, ils se font avoir, mais c'est la faute de qui? Est-ce que c'est de sa faute qui les manipule ou est-ce que c'est de la faute des autres qui laissent une ouverture à la manipulation avec leur naïveté ou avec leur fainéantise intellectuelle? Qui a la faute exactement? Eh ben, les textes anciens, en fait, ils ne te parlent pas d'un Dieu qui juge, qui punit, qui machin, qui truc. Il te dit, la vie, quand tu fais des choses, il y a des conséquences. Et comme Nico a dit tout à l'heure, plus la responsabilité de l'individu est importante, plus les conséquences de ses actes sont importantes. Et donc, quand on arrive à quelqu'un qui a une responsabilité qui s'élargit sur presque l'ensemble de la planète, là, on parle d'un géant. OK? Et donc, dans ce cas précis, pour moi, Trump, il va apporter la même réponse à ceux qui cherchent le même genre de réponse. C'est-à-dire, est-ce que c'est ma responsabilité si je suis comme je suis, ou est-ce que c'est la responsabilité du monde extérieur? Et ceux qui vont dire, c'est à cause des autres, c'est le monde, et puis c'est l'état profond qui t'a écrasé, machin, et toi, t'es super, t'es magnifique, et maintenant, tourne-toi vers l'État parce qu'on va prendre soin de toi, celui-là, il va trouver une solution. Et il va glorifier Trump, il va glorifier la bête, et il sera complètement dépendant de ça. Pourquoi? Parce que c'est ça sa solution. Par contre, si tu construis sur la souveraineté individuelle, quoi qu'il arrive avec l'autre côté, tu n'en as rien à foutre finalement. C'est bon, est-ce que tu as... Donc ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Je finis. Les textes anciens disent la même chose à propos de la bête biblique. Elle est le produit inévitable d'un monde déconnecté du divin qui se manifeste à l'intérieur de chacun. Tout ça pour dire que finalement, Trump n'est pas forcément lié avec les forces qui ont construit Babylone, l'état profond, tout ça, mais il représente une autre force qui se manifeste pour apporter l'équilibre nécessaire pour cette nouvelle époque. C'est là qui viennent tous les malentendus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour apporter l'équilibre, il faut une force opposée, mais tout aussi extrême que celle d'en face. Il faut une force opposée et égale, on est d'accord, pour l'équilibre. Les extrémistes globalistes ont créé les extrémistes nationalistes étatistes. Parce que nationaliste, ça n'existe plus, c'est des États maintenant, on parle. La force que Trump représente n'est pas plus intéressante au bonheur individuel que les forces qu'il combat. Autre souci, c'est que les périodes où le nationalisme domine sont aussi les périodes de guerre. Logique, car quand un individu s'identifie à un État et des frontières plus qu'à sa nature humaine, il finit par mettre ses croyances au-dessus de la vie humaine et une grande porte s'ouvre à toutes sortes de tragédies meurtrières, comme on a pu voir dans le passé. Okay? Il n'y a rien qui divise le plus que le nationalisme entre les États et ce qui fait les guerres. Donc, est-ce que Trump est copain avec ceux qui ont provoqué une destruction incompréhensible jusqu'à présent? Non, pas si on se base sur son historique personnel où il a été toujours contre cette force qui a poussé l'humanité vers les guerres, vers la corruption, etc. etc. Trump, non, il était un des premiers à dénoncer le 11 septembre, tout ça, et donc tout ce qu'on a vu. Maintenant, les gars, vas-y, Rudy, si tu veux, puis après on va parler du film L'Avocat du Diable, parce qu'il y a là-dedans quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de choses que tu dis avec lesquelles je suis d'accord. Par contre, il y en a certaines, par exemple, juger Trump sur le fait que il regarde des femmes dans une soirée. Je veux dire que celui qui n'a pas regardé des femmes dans une soirée... C'est pas qu'il regarde des femmes dans une soirée. C'est la façon. C'est pas qu'il regarde des femmes. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Un regard lubrique. Ce que je veux dire, c'est que si tu le regardes concrètement, aujourd'hui, il est le père de famille.
C'est Oui, le regard malaisant. Je veux dire, enfin, ok, je vais me mettre en pâture, puisque c'est ça qu'il faut faire. Mais moi, des regards malaisants, il y a certaines soirées où j'en ai eu des regards comme ça. Non, pas voilà, comme ça. T'es célibataire. Non, c'est pas le même. Écoute, moi, ce que je vois, c'est que ce type-là, il est marié. Si jamais il avait des affaires extra-conjugales, tu peux être sûr que tous les services de renseignement et tous les journalistes auraient fait tout ce qu'ils peuvent pour le couvrir et pour dire regardez comme c'est un dépravé. Voilà, il est père de famille, il élève son gamin avec des valeurs, en tout cas publiquement, celles qu'on a pu l'entendre quand il s'est exprimé là-dessus. Tu sais, pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarettes et tout ça. Mais pas les mêmes valeurs que toi et moi, crois-moi, parce qu'on n'a pas grandi nous dans la 5e avenue à New York. On n'a pas grandi dans la 5e palais avenue. d'or. Le même où a été tourné le film L'associé du diable d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que quand bien même l'argumentaire, notamment toute la partie sur l'apocalypse, je trouve qu'il est parlant. Cet aspect-là, bon, je trouvais ça un petit peu léger. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est le premier point. Après, de quoi on parlait derrière? Ouais, aussi, ce que je veux dire, c'est que ce que tu disais tout à l'heure sur les gens qui disent ouais, on est comme ci, on est comme ça. Alors, je suis pas à ta place, et c'est vrai que c'est toi qui dois gérer le compte Twitter, c'est toi qui dois gérer Internet et les mails et les machins, tout ça. C'est moi qui me prends les attaques, vous, et en général, c'est les compliments, c'est pauvre de vous que vous avez à faire avec moi, parce que tellement je suis insupportable, tu vois, donc vous n'êtes pas vraiment impliqué dans tout ça. Ouais, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce qu'il dit un tel sur moi ou ce qu'il dit un tel sur l'autre et tout ça, je veux dire, ok, il s'exprime, ok, je peux en prendre connaissance. Après, bah, écoute, si je suis bien droit dans mes bottes en disant, bah non, je continue à penser ce que je dis, même si j'ai écouté tes objections. Franchement, ce que disent les autres, j'en ai plus grand chose à foutre. Alors oui, effectivement, peut-être que tu prends plus de vent en face que moi, mais honnêtement, mais ça m'impacte. On n'arrête c'est pas pas de ça dire... qui m'impacte. C'est la polarisation. Moi, je te parle de la polarisation à travers ces attaques. Je vois cet effort des deux côtés à essayer de mettre tout dans deux tiroirs différents. Mais tu te rends compte que tu vois, c'est justement ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le message qu'on n'arrête pas de donner, c'est arrêtez de regarder ce qu'il faut les autres, concentrez-vous sur ce que vous faites vous-même. Bah, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Donc, ce que font les autres, oui, ok, il y en a certainement qui vont se prendre le mur dans cette histoire. Peut-être même que c'est nous. Je veux dire, on est toujours celui qui a tort pour quelqu'un d'autre. Mais moi, aujourd'hui, je vois un petit peu de lumière au bout du tunnel, je continue à marcher dans cette direction. Maintenant, lui, il pense que la lumière où il y a marqué issue de secours, elle est par là à la sortie. Eh ben, il arrête pas de se cogner dans le mur. Bah, qu'il le fasse. Moi, qu'est-ce que je peux faire de plus que lui dire attention, là, c'est pas la sortie, elle est par là. Là, c'est la lumière issue de secours, là. Donc, fais quand même attention. Si maintenant il a envie de continuer dans cette direction, c'est lui que ça regarde. Bah, je sais pas. J'ai l'impression que on a passé un peu de temps, ces dernières semaines à peut-être. C'est pas ça. Non. C'est trop d'importance à ce que d'autres pensent. C'est toi qui perçois comme ça cette conversation. Moi, le problème, ce n'est pas qu'est-ce que les gens disent de nous, parce que ça, j'en ai rien à foutre, mais à des points inimaginables en fait, que même moi je comprends pas. C'est pas ça. C'est le fait que ces deux tiroirs sont devenus comme des grandes bouches qui viennent dévorer tout ce qu'ils trouvent devant. Il faut que tu choisisses un camp. T'es pour Trump ou t'es contre Trump. Et moi, je suis en train de dire, je crois que Q, c'est une vraie opération psychologique. Je crois que Trump travaille avec cette opération psychologique. Est-ce que nous, on connaît l'ensemble du projet de cette opération psychologique? Je n'ai pas la prétention de dire que je la comprends, et ceux qui ont cette prétention, j'espère que... Tu penses qu'ils se trompent? Eux, ils pensent qu'ils ont raison. Mais c'est exactement la même situation qu'en 2020, où on te disait il faut que tu mettes un masque, ou alors il faut que tu sois pro-vax, ou il faut que tu sois anti-vax. Ce que je veux dire, c'est que mon voisin, il est vacciné, je l'aime quand même, quoi, tu vois. Vous voulez savoir quel est mon ennemi? Toi, tu peux toujours dire non. Ouais, tu peux toujours dire non. C'est juste ça. Pour moi, le problème... Le problème, ce n'est pas dans le camp qui ont choisi. Le problème, c'est dans la mentalité, t'es avec nous ou contre nous. Pour moi, c'est toujours ça le problème, et c'est ça que j'ai essayé de pointer du doigt avec toute la série Révélation, c'est que constamment dans l'histoire, toutes les grandes tragédies de l'humanité et toutes les grandes manipulations qui ont fait couler du sang ont été faites avec l'explosion de cette idéologie, t'es avec nous ou contre nous. Et ça fait 20 ans qu'on se le prend dans la gueule, ce truc-là. Et là où je suis, la raison pour laquelle j'en parle, Rudy, c'est parce que ce n'est pas parce que les gens parlent de nous, encore une fois, j'en ai rien à foutre. Surtout que je connais Framework Disarm, je connais que c'est même les vrais humains qui nous accusent, ils nous accusent basés sur une compréhension partielle de qui nous sommes.
Donc son jugement ne me regarde pas parce qu'il ne parle pas à moi, il parle à celui qu'il pense que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans cette histoire-là, quand je vois que ceux qui sont censés arrêter cette force de l'état profond qui dit t'es avec nous contre nous se mettent à appliquer exactement la même mentalité, moi je dis je suis content que je ne suis pas ce chemin-là parce que ce chemin-là c'est leur avant et il est plus rapide que les autres de l'autre en face. Mais Léo, il y a un truc que tu oublies dans toute cette histoire. Et donc c'est ça, je mets le problème dans la verticale, pas à l'horizontale. Pro-Trump contre Trump, c'est est-ce que tu es capable de t'identifier en tant qu'humain avant de t'identifier en tant que pro-Trump ou anti-Trump? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu es capable de communiquer dans le respect avec des gens qui ne sont pas d'accord, comme c'est notre cas. Tu sais très bien que moi, je ne suis pas d'accord avec toi et je trouve ta version facile, dans le sens où c'est quelque chose qui est plus facile à croire. Tu vois? Pour moi, ma version, elle est un peu plus difficile à avaler, même pour moi-même, tu vois, parce qu'elle te dit, Léo, c'est sur tes épaules. Si tu attends Superman, tu vas finir en attendant, tu vois. Et après, on a Nico qui est un peu un mélange de plein de choses, mais parce que justement, on peut pas s'identifier avec des idéologies précises. Pourquoi? Parce qu'avant d'être pro-Trump, anti-Trump, pro-vax, anti-vax, mon cul sur la commode ou par terre, on est des êtres humains. Tu vois. Et c'est ça que j'essaie de dire, c'est de porter cette dualité à la verticale, pas à l'horizontale. Moi, je vais te proposer tu te rappelles des conversations qu'on a eues à propos de Staline, justement? Ce qui m'a valu d'être traité de stalinien par certains de mes amis. T'as voulu Staline, toi? Non, mais c'est pas ça. Il y a un truc... Je veux dire... Il y a un personnage qui a été... Rudy, il était dans sa lancée, là. J'étais dans ma lancée, et toi, tu veux nous balancer du Staline, là. Il y a un élément qu'on oublie de prendre en compte au milieu de tout ça, c'est que, à un moment donné, nous, on fait partie, parce que, c'est tombé comme ça, dans cette vie-là, du petit nombre qui s'exprime publiquement, par rapport à une grande masse qui est de l'autre côté de la caméra et qui regarde ça. Peut-être que notre rôle, c'est de proposer une alternative, comme les gens que tu dénonces, et que l'idée, c'est que, ok, alors lui, il pense comme ça, eux, ils pensent comme ça, lui, il pense comme ça. En fait, c'est intéressant, tu vois. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense pas à ceux qui critiquent, à ceux qui sont pas d'accord, à ceux qui nous traitent de anti-Trump ou de pro-Trump ou de pro-sioniste ou de pro je sais pas quoi. Moi, ce que je pense, c'est à la personne qui est sur son canapé avec sa famille aujourd'hui et qui regarde et qui dit, tu sais quoi, en fait, je trouve que lui, ce qu'il dit, c'est super intéressant sur cet aspect-là, mais là, la conversation qu'ils ont, les garçons, là, à DNM, je veux dire, ça m'apporte aussi quelque chose. Et peut-être qu'au final, c'est cette espèce de kaléidoscope d'opinion qui va faire que les gens sur leur canapé vont pouvoir, eux, trouver le bon chemin. Parce que c'est ça qui compte. Nous, individuellement, je veux dire, on compte pour notre chemin individuel. Et donc, moi, je cherche le mien. Ouais, tu cherches le tien. Mais ce que je veux dire, c'est que on a aussi cette responsabilité de, voilà, il y a des gens qui nous regardent et à un moment donné, ces gens, je m'attends pas du tout à ce que les gens ils nous suivent aveuglément. De toute façon, c'est une responsabilité qui est trop lourde et dont je veux pas. Par contre, si tu prends un peu d'ici, un peu de là-bas, un peu de choses, un peu de trucs, un peu de machin, un peu tout ça, et que tu te fais ton équilibre, et que dans cet équilibre, il y a une petite goutte de ouais, c'est vrai, écoute, je suis assez d'accord que la mentalité du je suis avec t'es avec moi ou t'es contre moi, à mon avis, ça pue le piège. Ces gens-là, en fait, ils vont avoir un dessin qui est complet, et nous, on aura fait notre part du boulot au milieu de tout ça. Comme la personne qui nous est notre contradicteur a fait sa part du boulot en étant son contradicteur. Parce que si tout le monde était d'accord avec nous, ce serait exactement la même merde que si nous, on était d'accord avec tout le monde. Donc, et du coup, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Est-ce que Trump est gentil ou est-ce que Trump est méchant? Je pense que là, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Nico. Justement. Et c'est là où, en fait, si tu veux, vu qu'on parle d'un truc qui est en pleine cours, tu vois, de développement, machin, etc., on n'a certainement pas l'image d'ensemble. On n'a certainement pas les tenants et les aboutissants, on n'a pas les conclusions de cette affaire. Voilà, et c'est pour ça que je revenais à Staline, parce que ça fait partie de l'histoire. Et on dit, t'es un stalinien, etc., parce que j'ai relativisé. Parce qu'il y a Hitler, tu vois, genre, il y a Staline, il est juste là, tu vois, on les a mis au même niveau. Mais quand tu regardes. On a mis Staline au-dessus avec l'histoire. On a dit qu'il était pire parce qu'il a tué plus de gens. Voilà. Mais quand après, avec le recul de l'histoire, machin, etc., tu lis différentes personnes, etc., tu te rends compte qu'en réalité, Staline n'était ni bon ni mauvais. Il a accompli un rôle. Et il a accompli comme un grand chef d'État ne veut pas dire que c'était un grand homme. Voilà. Et que c'était quelqu'un de bien.
Non, c'était pas quelqu'un de bien parce que pour accomplir son rôle, il a été amené à commettre ce qui étaient certes ceux qui sont des grands péchés, quoi. Et c'est là où tu décris le problème qu'on est en train d'aborder avec Enoch, c'est-à-dire le problème, ce n'est plus la personne, c'est le trône. C'est-à-dire qu'on a emmené le monde dans une telle situation où il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de solution facile et il y aura inévitablement des choses immorales qui devront être faites, enfin, qui seront faites comme conséquence de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je dis il faut relativiser par rapport à Trump parce qu'encore une fois, pour moi, il représente une force qui équilibre. C'est la force opposée de cette saloperie qui était là jusqu'à là, mais elle est tout aussi puissante, mais dans l'autre direction. Et est-ce que ça vous dit, je vous donne un petit, ça c'est pour la petite anecdote, ok? Vous connaissez le film L'Associé du Diable? Parce que j'aime bien mettre du piment. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'un jour, ce petit baron, il va venir et il va rendre toutes ces conversations beaucoup plus pertinentes que maintenant. Il y a encore quelques années devant nous, mais on est très proche, ok? On est très proche. L'Associé du Diable, le film. C'est pas le meilleur film de l'histoire, mais c'est mon film préféré et je ne sais pas pourquoi. C'est le film que je l'ai revu le plus de fois dans ma vie. Intéressant. Ouais, pour moi, c'est un film qui révèle beaucoup de choses et qui, à mes yeux, il est sincère. Parce que la façon qu'il est fait, selon comment tu vois Dieu, tu vas choisir le camp du diable ou en face. Il y a des gens qui m'ont dit, mais non, en fait, le diable, il a raison. Dieu, il veut qu'on goûte, mais qu'on mange pas. Il veut qu'on mange, mais qu'on goûte pas. Il nous donne des femmes, mais il nous dit, il baisse pas. Et tu vois? Et tu vois ce que je veux dire? C'est un film qui montre les choses. Et il y a un truc qui m'est resté dans la tête avec ce film. Ce petit extrait que j'ai sous-titré exprès, où il y a une fête qui est organisée par le diable lui-même, joué par Al Pacino en l'occurrence, ok? C'est une toute petite scène, et regardez ce qui se passe. Dans cette fête, il y a un absent. Donald Trump devait être dans cette soirée, mais il n'est pas venu dans la soirée du diable, parce qu'il y avait une urgence professionnelle. Pourquoi ils doivent dire ça dans le film de toutes les personnalités publiques, etc.? Pourquoi? Maintenant, qu'est-ce que ça montre? La symbolique est intéressante. Trump n'est pas dans la fête du diable, ok? Mais il y a aussi l'autre chose en face. L'appartement luxueux du personnage diabolique joué par Al Pacino, donc le personnage John Milton, est en réalité le vrai penthouse de Donald Trump, situé au sommet de la tour. Les décorateurs ont choisi ce lieu pour son style très ostentatoire, jugé à la fois kitsch et excessif, ce qui correspondait parfaitement à l'univers du personnage. Donald Trump aurait lui-même proposé à son appartement à l'équipe du film. Ce détail ajoute une touche ironique au décor car c'est littéralement la demeure du diable dans l'histoire. Je trouve ce détail pertinent. Et ce que je trouve intéressant, c'est dans le film, que voulait faire le diable dans cet appartement-là? Dans cette scène-là, précisément à la toute fin, il voulait accoupler ses deux enfants pour emmener au monde un enfant, pas comme les autres, dans le penthouse de Donald Trump. Ça aussi, c'est intéressant de symboliquement. Oh là là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, Antéchrist? Tu vois? Parce que c'est ça qu'on me balance dans la gueule. Où Léo t'a dit ça? Le truc, il faut savoir que l'origine de la compréhension de l'Antéchrist vient de tous ces dogmes qu'on pointe du doigt. Tu vois ce que je veux dire? C'est en réalité, cette histoire d'Antéchrist, c'est juste une question de sauveur extérieur. Tu as un sauveur extérieur, un sauveur intérieur. Voilà, tu ne peux pas suivre les deux. Parce que si tu suis la volonté du sauveur extérieur, tu es dépendant de lui en fait. Tu n'es pas souverain. C'est inévitable, tu vas devoir suivre le même chemin que lui. Et tu es dépendant de sa responsabilité. S'il fait de la merde, ça va tomber sur toi. Et il se trouve que l'humain n'est pas fait pour faire ce genre de poids et inévitablement, il fera de la merde à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je parle de Baron Trump, Antichrist, etc., je devrais dire Baron Trump représente les principes saturniens. OK? C'est le fameux cube. Okay? C'est l'incarnation même de ces principes-là. Et c'est les mathématiques. 1 + 1 fait 2. Tu vois? Et c'est justement cette rigidité légale
qui va faire que le monde va clairement remettre en question est-ce que je veux être nourri par l'État ou est-ce que je cherche une autre solution parce que là, apparemment, l'État, ça marche pas trop. Tu vois, on ne sait pas comment ça va avancer. Enfin, si, là, je viens de dire un petit peu comment je pense que l'histoire va avancer, mais on pourrait parler pendant des heures. Mais au final, ceux qui cherchent le sauveur à l'extérieur le trouveront sous le nom de Trump, donc pas forcément Donald. Ceux qui choisissent le chemin plus difficile, celui de la souveraineté, auront aussi leur opportunité de quitter Babylone grâce à Trump. Grâce à Trump. Donc, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Tu ne peux pas dire. Il n'y a pas de bon ou mauvais dans la nature. C'est ça le fameux fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est quand l'individu lui-même commence à dire ça c'est bien, ça c'est mal, en basant ça sur ça c'est confortable, ça c'est désagréable. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui. Et donc, sans avoir la connaissance élargie, quoi. Il n'a pas la connaissance absolue, donc il ne peut pas juger les choses dans l'absolu, comme bien ou mal. Et du coup, ça finit inévitablement par des guerres et des trucs comme ça. Différentes positions. Quand la personne s'identifie à ça, il y a des ennemis, il y a des guerres, il y a des trucs. Donc, moi, je pense comme la Bible. La Bible, elle dit, Dieu a dit, la bête va venir démonter tout ça. Donc, la bête sert Dieu dans ces moments-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est juste une conséquence causale du monde qu'on a créé. Et ceux qui sont entre les deux camps, pro-Trump, anti-Trump et tous ces états profonds et sauveurs extérieurs, intérieurs, ceux qui sont entre les deux, eux aussi finiront par choisir. Et quand tout le monde, sans exception, aura fait son choix, le 7e sceau de l'Apocalypse pourra enfin être ouvert. Et celui-là, on ne sait pas ce que c'est. Parce que toutes les versions de l'Apocalypse, qu'elles soient exotériques ou ésotériques, elles te disent qu'à ce moment-là, il y a un silence. Il y a un silence. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le roi en particulier qui pose problème, pas un roi en particulier, mais c'est le principe même de royauté en tant qu'autorité qui est totalement corrompue aujourd'hui. C'est ce que tu as dit avec Staline, c'est-à-dire pour qu'il puisse apporter des solutions, il a dû faire des choses immorales. C'est parce que la situation est telle et le trône lui-même est corrompu. Ça rappelle l'histoire de la parabole de Nathan, tu vois, sur David. Donc ça veut dire que c'est la continuité de la chute du principe royal. Et nous avons atteint la finalité de tout ça. Donc, ce qu'on a du mal à comprendre souvent, ça, c'est un petit détail important. Je vais voir ce que tu m'as envoyé, Rudy. Écoutez ça. C'est que c'est Dieu lui-même qui a détruit le temple de Salomon 2 fois en tant que jugement. Et il est écrit qu'il le fera après la construction. Et il le fera aussi après la construction du 3e temple. Donc, ça veut dire Dieu a demandé à Salomon de lui faire un temple et Dieu est aussi celui qui le détruit 2 fois et lui promet une 3e destruction aussi. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? C'est le même genre de contradiction qu'on a avec Trump. Est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il est méchant? Est-ce que le temple est de Dieu ou est-ce que Dieu ne veut pas ce temple-là? Est-ce que la bête est gentille? Est-ce que la bête est méchante? Si on prend ces questions-là à travers le prisme ancien, c'est des fausses questions. On ne peut pas avoir de réponses cohérentes, sauf si on se débarrasse de tous les dogmes des croyances et qu'on essaie de comprendre avec de nouveaux yeux, en évitant de consommer le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Car en réalité, c'est une erreur. En réalité, il n'existe seulement action-réaction, causalité. Je pense que voilà, c'était l'exposé. La conclusion est bien, j'aime beaucoup. Et c'était surtout ça, cette approche-là que je voulais emmener, parce que moi, en ce qui me concerne, tu sais, à DNM, c'est notre position, on l'expose avec le cœur ouvert, tu vois. Et c'est là où on est aujourd'hui. Nous trois, on pense des choses différentes à propos de Trump, mais par contre, on est d'accord sur un truc, c'est pas par là que ça se passe, la libération finale, tu vois, et la paix individuelle. C'est pas la fin, c'est pas la finalité, c'est le début d'un cheminement vers la souveraineté individuelle. Ouais, la possibilité, l'appel d'air vers, qui va nous donner la possibilité. En fait, c'est ça, la bulle qui va nous permettre de respirer pendant qu'on remonte vers la surface, quoi, et de pas se noyer. Et tu sais, il y a même un passage dans... Oui.
Il y a même un passage dans la Bible qui dit que justement dans la fin des temps, il y a cette période où Dieu demande à ses anges de garder les vents et les tempêtes et les trucs le temps que tout le monde soit marqué. On est dedans. Ça a commencé cette période. Ça a déjà commencé dès qu'on a eu la fin des restrictions et tout ça. On est déjà entré dans cette période. Alors, c'est quoi ça? Vas-y Rudy, fais-nous un commentaire pendant que je le... j'ai pas vu la vidéo, mais Trump reviendrait de lâcher quelques noms de la liste d'Epstein. Donc, ok, on va regarder, attends. Some of the hedge funds but you should focus on Clinton. Vous devriez vous concentrer sur les Clinton. You should focus on the president of Harvard. Vous devriez vous concentrer sur le président de Harvard. The former president of Harvard. L'ancien président de Harvard. You should focus on some of the hedge fund guys. I'll give you a list. Et vous devriez vous concentrer sur les noms de certains qui dirigent des hedge funds. These guys lived with Jeffrey Epstein. Ces gars, ils vivaient avec Jeffrey Epstein. I sure as hell didn't. Et moi, clairement pas. Oui, mais j'avais déjà vu ça. Thank you very much. Je crois qu'elle date d'aujourd'hui, la vidéo. Oui, je l'avais déjà vue. Ouais, elle est d'aujourd'hui. Ok, d'accord. Parce que, bon, Bill Clinton, ok. Mais en réalité, ok. Mais en fait, c'est les mecs des hedge funds. Il y a les patrons de hedge funds parce que c'est eux qui, réellement, qui tirent. Enfin, il y a peut-être des ouais. Voilà. Mais ils ont les destins des nations entre leurs mains, quoi. Carrément. Ils ont le destin d'énormément de choses puisqu'ils concentrent en eux-mêmes un pouvoir gigantesque. Si on devait, pour moi, dans ma perception des choses, si on devait voir la prostituée, je voyais comme un système financier mondialisé avec les hedge funds, etc., qui était assise justement sur la bête, qui à mes yeux, était une forme qui était des États, quoi, la bête, en soi. Ouais, c'est un principe, c'est la loi des hommes, on va dire, c'est la loi étatique. Voilà. Et les gars, on fait un truc qu'on ne fait pas souvent dans les émissions juste pour clore sur ça. Parce que je pense... Alors, les amis, on a fait cette demande de participation, etc. Moi, je vous dis, j'ai fait cette demande, mais je continue mon chemin comme si tout allait bien. Parce que j'ai foi en Dieu, j'ai foi à ce que, quoi qu'il arrive, le chemin me montrera ce que je dois faire par la suite. Est-ce que ça passe par ici, par vous, par tout ça? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'à partir de septembre, on a un projet justement de beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements au niveau du graphisme, au niveau de déjà le générique, au niveau de plein de choses. Et dans cette nouvelle période, moi, j'aimerais, les gars, il faut qu'on discute entre nous comment on peut faire pour donner plus de place aux gens. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il y avait au début et qui manque, la capacité des gens de discuter entre eux. Donc, il faudrait qu'on discute et qu'on parle de tout ça. Et ce soir, juste comme ça pour essayer, je voudrais lire les commentaires qui sont faits sous X pendant le live. C'est-à-dire, on finit le live sur les commentaires qui sont posés sous l'article. Il n'y en a pas des masses en général, donc on peut prendre le temps. On a Demi Boub qui dit autonomie au max. Ouais, on est d'accord. On a Claude Michel qui dit antichrist et non pas hanté, ce qui est impossible. Ouais. C'est l'antichrist comme le Christ qui a révélé la tête avant le début du jugement dernier. L'antichrist, c'est l'intellect en nous. Une façon de voir les choses. La lampe allumée à garder, c'est l'intuition, l'inspiration, la conscience. Ouais, parfait. Moi, je trouve que les deux fonctionnent pour moi simultanément, antichrist et antéchrist. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, tu vas connaître le faux sauveur, t'apercevoir que ça n'est un faux avant d'aller vers le vrai. Voir le vrai. Ouais. Voilà. Après, c'est pas parce qu'il y a des fausses routes qu'il faut les prendre toutes pour savoir quelle est la bonne. Non. Bien sûr que non. Donc, mais pas grand-chose remplace l'expérience, quoi, on va dire, en termes de compréhension. On a dit, ouais, Claude Michel qui nous dit la femme en rouge, la prostituée donc dans le désert et la science. Tu vois, pour moi, la science, c'est un des veilleurs qui a chuté. C'est mon avis. On a Olivier Rameau qui dit un truc super sympa, justement. Vous pensez que vous êtes en train de vous exprimer devant des gens qui vous écoutent. Mais en fait, ce sont eux qui s'expriment par votre bouche et ce sont eux qui sont entendus par les gens, à travers vous. C'est
Ah, il mérite un Wow. like, hein, moi je dis. Moi j'aime bien, hein, Olivier. Merci. Ouais, à tous les silencieux à qui vous donnez la parole, bah justement, on aimerait le faire un peu plus. Là, on a partenaire Sylvie qui dit j'ai la solution pour Léo, c'est de devenir Amish. Je kifferais. Ouais. Je kifferais. Genre, s'il y avait des Amish dans le coin, demain j'y vais. Demain j'y vais. Franchement, j'ai vu des Amish comment ils travaillent et comment ils sont si peu dépendants à tout ce qui est technologie. Et j'ai fait, mais les gars, moi aussi je veux ça. Tu vois, après leurs croyances, je sais même pas à quoi ils croient et c'est quoi leur délire. Mais ils ont tellement raison. Tellement raison. Moi, voilà, c'est un bon chemin pour moi. Pas Amish dans leur croyance spirituelle, mais dans leur façon de faire, tu vois. Non, mais c'est pas des trucs chelous comme des Mormons, tu vois. Les Amish, je crois que c'est du. Non, c'est pas la même chose. Les Mormons, c'est autre chose. C'est un délire à part aussi. Ouais. Alors, on a Marc Baumann qui dit théorie complotiste, Poutine et Zelensky s'étaient entendus pour faire une guerre destinée à voler des centaines de milliards à l'Occident. Ouais, on aura. Bah, Zelensky, quand même, tu vois, dans l'histoire, il risque sa peau, quand même, tu vois, à voler. Je veux dire, il s'est entendu, Ouais. il va falloir avoir une grosse protection contre les nationalistes ukrainiens et contre tous les gens aussi à qui lui, il a piqué des sous, hein, et les Ukrainiens eux-mêmes. Le gars, il s'est fait beaucoup d'ennemis, hein, sur la route. Ouais. Je sais pas. Il y a eu aussi beaucoup de sanctions contre la Russie qui ont fini par leur coûter cher. Donc, si c'était qu'une question de pognon, je suis pas sûr que ce soit. Je sais pas. A priori, moi, je mettrais. Je pense que ces sanctions je mettrais pas mes jetons là-dessus, quoi. Ouais. Ces sanctions ont coûté plus cher à l'Occident, à ceux qui les ont émis, qu'à ceux qui les ont subis. C'est un coup d'épuisement, ouais. Ouais. On a Gufa Online qui dit Choose your destiny. Mon gars. Et voilà, on a fait le tour, donc c'était pas très long. Bon, et ben voilà, si jamais ça vous donne des idées, la prochaine fois, allez commenter dans le post du live sur X et on va lire les commentaires à la fin. C'est peut-être un truc à faire, tu sais, ça donne un petit peu plus d'interaction. Donc voilà, mais en tout ça cas, fait plaisir. Les gars, qu'est-ce que vous pensez? On a réussi à expliquer un petit peu finalement ce qu'on veut dire à propos de cette histoire-là ou je sais pas. J'imagine qu'on doit être un petit peu intelligible quand même, puisque bon, bah, il y a quand même des gens qui reviennent pour. C'est-à-dire que ça doit pas être complètement totalement inintéressant ce qu'on a à dire. En tout cas, ça fait partie une des pièces qui permet de reconstituer le puzzle. Et voilà, j'ai l'impression. Moi, à l'intérieur, je me sens en paix. Donc, en général, c'est un signe que c'était cool. Voilà, on a fait le boulot. Cool. Attends, j'avais un autre truc à dire. Je sais plus ce que c'était. Ouais, par contre, bah attendez, quand même. Je pense que pour cette émission, il faut quand même souligner cette espèce de pari complètement fou là, d'il y a 5 ans là. Voilà, un type qui dit des trucs bizarres, on sait même pas qui c'est sur Internet. On se fait tomber dessus par l'ensemble de la presse mainstream de tous les dans tous les coins. Et bah 5 ans après, bah voilà, c'était les fous d'il y a 5 ans qui ont su prédire l'avenir avec une grande précision, mieux que n'importe qui d'autre, quoi. Donc de ce point de vue-là, avec une temporalité somme toute relative quand même. Hein. Ah ça ouais. On a eu quand même 4 octobre rouge. Qu'on a compris que les dates c'était un oui, piège. mais le fait est que sur le Covid, comparé aux experts, Thierry, tiens, j'ai mis le fond d'écran. Enfin, j'ai mis un truc pour suivre ce que je vais dire. Sur le Covid, les experts officiels se sont vautrés lamentablement. Sur les vaccins, les experts officiels se sont vautrés lamentablement. Sur la politique Trump et ce qui se passait avec la Russie à l'époque, ils se sont vautrés lamentablement. Okay? Sur plus ou moins tous les problèmes sociaux qu'ils évoquent, ils se sont vautrés lamentablement. Sur la Russie et la guerre en Ukraine, ils se sont vautrés lamentablement. Donc, comprenons à un moment donné que si on continue à écouter ce genre de personnes, bah, ce qui arrivera, ce sera une conséquence justement de ça. Et le truc, c'est que ce qui fonctionne réellement, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas le dire à l'autre, fais ce que je dis et pas ce que je fais. C'est pour ça que le Christ insistait beaucoup sur la crédibilité individuelle. Parle des sujets que tu portes, sinon ferme-la. Fais pas le politicien, tu vois. Et moi, c'est là où j'ai compris
l'importance parce que, bordel, il y a tellement de choses qui abordent que moi-même, je ne suis pas capable de faire. C'est-à-dire, je les aborde au moment où j'arrive à les faire et après, je rechute comme tout le monde. Tu vois? Et du coup, je réalise à quel point c'est difficile ce que je demande. Et c'est difficile ce que j'évoque parce que je le vis moi-même. Moi-même, j'ai le même combat que vous à l'intérieur de moi. Et on l'a tous. Et c'est pour ça, je suis ravi qu'on fait ce chemin ensemble, en fait. Parce qu'il y a un truc qui ferait que je ne serais plus là, c'est si je devais faire ce chemin ensemble. Et donc, je suis honoré de faire ce chemin avec vous deux. Honoré d'avoir Thierry dans l'équipe qui fait ce magnifique travail, qui fait justement tout plus beau. Je suis honoré d'être à votre service. Et encore une fois, c'est à moi de vous remercier. Parce qu'en ce qui me concerne, Nico Érudit, c'est un peu moins le cas, mais en ce qui me concerne, moi, je vis grâce à vous. Donc, c'est pas compliqué. Voilà. Et donc, en toute humilité, je vous dis que je prends conscience de la responsabilité que c'est que de parler et l'importance d'être crédible dans ce qu'on dit. Et je vais prendre ça très au sérieux pour les temps à venir avec beaucoup plus de respect. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que c'est un sujet qui... Excuse-moi, j'ai eu une absence. C'est quoi le sujet que tu vas prendre? Une absence. Le sujet, c'est d'être crédible dans ce que... C'est-à-dire, on ne peut pas dire aux gens, faites comme ci, faites comme ça, et que nous-mêmes, on ne le fait pas. Ouais. En tout cas, on peut essayer de le faire parce que je veux dire, on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on va trébucher plein de fois avant de réussir. C'est ça. Ce qui compte, en tout cas au début, plus que le résultat, ce qui compte, c'est l'effort qu'on met pour essayer de l'atteindre, ce résultat. Tiens, par exemple, en ce moment, c'est plus facile l'été, mais c'est vrai que les douches froides, je veux dire, clairement, ça fait du bien. Tu vois, ça permet de te remettre en place. Et oui, et c'est vrai que je sais pas si c'est une blague que nous a fait le bon Dieu ou quelque chose comme ça, mais plus j'évolue là dans cette espèce de réalité qui est la nôtre, plus je me rends compte que ce qui est bon pour moi, c'est toujours quelque chose qui me coûte et qui est un effort. C'est-à-dire, ce qui est facile, c'est de s'asseoir avec un paquet de chips et de regarder une série à la télé, quoi. Ce qui est plus difficile, c'est de sortir, de mettre tes baskets et d'aller courir, c'est d'aller prendre une douche froide. Ce qui est difficile, c'est de garder son calme. Ce qui est difficile, c'est de manger des épinards alors que tu as envie de manger un burger plein de fromage. Donc voilà. Après, non, moi je suis pas parfait, loin de là, mais c'est vrai que j'essaie de tendre, genre centimètre par centimètre, un peu plus vers cet idéal qui est encore très très loin. Ouais. Je voulais tout à l'heure dire, vous aviez parlé à un moment donné dans l'émission de deux choix qui vont se présenter. Vous savez quoi, il y a 3 branches dans le Y dont vous parlez à un moment donné. Et moi, je dis que aussi bien qu'il y a un choix qui va trop loin, peut-être dans le transhumanisme ou dans la spiritualité, mais il y a quand même le chemin du milieu, tu vois. Parce que je ne pense pas que les choses soient de l'ordre ça c'est bien ou ça c'est mal. Voilà. Ceux qui vont trop loin dans la spiritualité ne croient plus en gravité. Ceux qui croient trop en technologie, perdront leur humanité aussi, tu vois. Donc je pense qu'il faut voir les choses pour ce qu'ils sont. Et s'adapter en permanence à ces mondes en évolution. Voilà, en essayant de garder son intégrité et son autorité. Faisons ça, essayons de trouver un bon équilibre entre le monde de la matière, le monde de l'intellect et le monde de l'esprit. Essayons de trouver un point au milieu entre ces 3 choses qui sont représentées d'ailleurs dans notre logo ADNM. Roi des cieux, l'aigle, roi de la terre, le lion, et roi du cœur, l'agneau. Sur ce, encore une fois, un grand merci pour tout. Et j'espère qu'on va pouvoir tirer tout ça jusqu'en septembre parce que on prépare des choses qui sont super sympas et je pense qu'on entre dans la phase active d'ADNM à partir de là. Donc, artistes du nouveau monde, artisans du nouveau monde, il peut y avoir des choses sympas. J'espère qu'on va y arriver, mais je laisse ça entre les mains de Dieu. Moi, les miennes, elles peuvent plus porter grand-chose là en ce moment. Donc, voilà. Soyez tous bénis, soyez en paix, que les anges des cieux et de la terre vous gardent et que papa et maman soient notre lumière pour le chemin qui s'annonce devant nous. À bientôt. Bye bye.